toi, tu es en train de nous dire que finalement, presque, l'investissement qui est mis, il est quand même assez faible par rapport au résultat qui va être donné, quoi. Ouais, pour certains, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils pourront s'entraîner moins et avoir des meilleurs résultats. Ah ouais. Moi, j'ai eu des athlètes, là j'en ai une en tête en karaté, quintuple championne du monde de karaté. Je me rappelle, elle est passée, elle doublait ses entraînements parce qu'il fallait absolument qu'elle fasse tous les entraînements pour être à la hauteur, etc. On s'entraîne ensemble, elle voit très bien qu'en s'entraînant, en doublant juste 3 entraînements la semaine, c'était suffisant. Et du coup, elle avait enlevé 3 heures d'entraînement, enfin 3 séances d'entraînement la semaine, Ok. et elle performe autant. Et salut à tous, on se retrouve pour ce deuxième épisode sur la préparation mentale et j'ai l'honneur encore d'être accompagné de Pierre David. Et là, je vois, on parle de dépolarisation, je vois que c'est marqué dépasse tes limites grâce à la dépolarisation. Pierre, déjà pour commencer cet épisode, comment tu te sens aujourd'hui ? Je me sens super bien, je suis prêt à continuer cette saison sur la préparation mentale. Bon bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Tu es le fondateur de l'Académie de la haute performance, spécialiste de la préparation mentale. Tu nous le disais dans le premier épisode, tu as quand même accompagné de nombreux athlètes au quotidien pour essayer d'aller les dépolariser. C'est Donc ça. je me dis, moi j'ai envie de comprendre ce que ça veut dire, j'ai envie de comprendre un petit peu cette méthode. Déjà pour commencer, c'est quoi le terme dépolarisation ? Ouais, alors le terme dépolarisation, ça vient vraiment, à la base c'est de la lumière, tu vois, genre la lumière naturelle n'est pas polarisée, Ok. okay, et quand elle vient taper dans la matière, elle se polarise. C'est pour ça qu'on a des lunettes, par exemple, si tu as aux lunettes de ski, c'est écrit lunettes polarisées, Ouais. tu vois, et du coup ça empêche les photons qui arrivent sous une certaine masse, par un certain angle, de pas passer, du coup on voit qu'une certaine partie en fait. Ok. Et donc quand on est polarisé, ça veut dire qu'on ne voit pas les choses comme elles sont, mais comme on croit qu'elles sont. Et du coup, quand on dépolarise, les gens ont souvent un waouh, j'avais pas vu les choses sous cet angle, et ce qui permet de se débloquer. Donc en fait, c'est juste on va dire un autre angle de vue finalement C'est qui est ça. pris par la personne. Oui, exactement. Ouais. Ok. Et toi, la dépolarisation, comment t'en es venu à développer cette méthode aujourd'hui ? Ouais, alors comme je disais dans le podcast 1, pour faire un rappel, ancien sportif de haut niveau, tout le temps numéro 2, donc blocage tout le temps numéro 2, et j'ai fait plein de méthodes de préparation mentale classiques à l'époque. Ça m'avait aidé, mais ça ne m'avait pas débloqué. Et donc j'ai continué de me former un peu aux 4 coins du globe jusqu'à trouver le docteur John DeMartini aux États-Unis qui donnait des cours à Londres. Et là, en fait, suite à ce que j'ai vécu avec lui, ça m'a permis d'avoir l'outil qui allait me permettre de travailler justement sur l'identité et de pouvoir créer la dépolarisation. Donc c'est la dépolarisation, comment j'en suis venu, c'est grâce à 4 échecs, on va dire, sur 5 finales, des années du coup de formation classique en France avant de trouver cet américain. Et si tu devais donner, pour lancer ce podcast à nos auditeurs et auditrices, on va dire des avantages de la dépolarisation pour qu'ils se disent « Ah ouais, là, je vais rester tout le podcast et je me dis, ça va peut-être m'apporter à moi aussi. » Les avantages, c'est déjà pour les personnes qui font tout pour être au top, mais le jour de la compétition, ils passent à côté. Okay. Alors, il manque un peu de certitude sur l'objectif. Ils n'arrivent pas en mode serein, en mode ok, c'est déjà fait, je sais que j'ai parfait. Ils arrivent plus avec des doutes, manque de sérénité, manque de confiance en soi, peur d'échouer, peur de décevoir les proches. Voilà, des peurs comme ça qui nous empêchent du stress et des angoisses avant la compétition. Donc, et les bénéfices, du coup, c'est arriver serein, confiant en compétition, sans la peur d'échouer et juste prêt à tout donner. Et quels sont les signes qui peuvent, on va dire, nous alerter sur le fait que finalement on est polarisé ? Alors, il y a les premiers signaux, ça peut être quand on a des phrases du type « il faut que je fasse ça, je dois faire ça », qui arrivent en boucle. Si on a peur, quand on a objectif, il faut absolument que je fasse une bonne performance, je me suis entraîné, ou il y a mes proches qui me soutiennent, j'ai pas envie de les décevoir. Donc ça, ce sont des signaux. Et aussi après, quand ces signaux-là, on les a pas ou on n'arrive pas à les trouver, moi j'aime bien poser aux gens, est-ce que les gens arrogants vous agacent ? Est-ce que les gens égoïstes vous agacent ? Si les gens qui se la pètent vous agacent ou les gens qui sont égoïstes vous agacent, c'est que très probablement, pour vous, c'est important d'être humble ou altruiste. Et donc très probablement, vous êtes le mec sympa, mais vous prenez pas votre place, quoi. Et donc forcément, en compétition, vous allez vous dire non mais attends, mais je suis qui pour gagner ? Les autres ils s'entraînent autant que moi, j'ai un travail à côté, donc ce serait injuste que moi je gagne et pas les autres. Ouais. Tu vois ?
Donc c'est quand on a tout ce type de discours, là ce sont des symptômes qui font qu'on est probablement polarisé sur un certain sujet. Mais c'est pas notre faute, c'est à cause des injonctions sociales qu'on a eues étant jeune, que ce soit familiales ou éducationnelles ou sociétales, qui font qu'on ne s'autorise pas en fait à juste se connecter à notre potentiel et à admettre nos objectifs. Ah, donc on voit qu'il y a plein de petits grains de sel qui ont été mis depuis qu'on est tout petit. C'est clair. Ouais. Et en quoi ça peut être un frein dans la performance finalement d'avoir ce symptôme-là? En fait, ce qui va se passer, c'est que si on prend le cas classique, nous, le 80% des athlètes qu'on accompagne, c'est polarisé sur l'arrogance égoïste. Donc, c'est important pour eux d'être humble ou d'être altruiste. C'est être les symptômes comme moi-même j'ai eu en tant que sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'on a tout pour réussir, mais à chaque fois qu'on arrive en compétition, quand c'est important, on passe à côté. Donc, ça, c'est les plus grosses conséquences. Donc, on s'entraîne, on a tout, le corps, physiquement on est au top, tactiquement on est au top, techniquement on est au top, on a bien dormi, mais j'arrive en compétition, je passe à côté. Ok, et ça toi tu l'as déjà vécu? Et ça moi j'ai vécu, je suis à 4 reprises du coup sur 5 finales, où c'est frustrant parce que tu sais que tu donnes pas tout en fait, et donc tu arrêtes la compétition, tu te dis mais pourquoi je m'entraîne autant si c'est pour avoir ce type de résultat en compétition? Mais je pense que durant l'épisode, on va essayer d'aller comprendre un petit peu tous les aspects de voilà, je me rends compte que je suis polarisé. Tu nous as donné quand même quelques exemples avec ce je dois, il faut que. J'aimerais bien comprendre le concept de la dépolarisation. Quelle est la méthode que vous mettez en place? Comment ça fonctionne pour en savoir un petit peu plus? Et je me dis, ok, moi aussi, je peux passer à l'action, quoi. Ouais, la méthode, on peut la trouver dans les livres. Donc, en toute transparence, on a vraiment notre programme Identité gagnante. Ce livre-là, il est issu du programme où là, on va vraiment dans le process dans lequel on accompagne les gens. Et le livre Préparation mentale gagnante, il est lui, un zoom sur la méthode de dépolarisation, vraiment comment on l'a fait avec les sportifs. Donc je pense que la première étape, ça peut être prendre un bouquin tout simplement, de lire et de tenter de le faire par soi-même. Il y a plein de gens qui, par eux-mêmes, en lisant les bouquins, ont des super résultats. Aujourd'hui, à l'heure où on tourne ces podcasts, on doit avoir 214 avis sur Identité gagnante et 120, je crois, sur Préparation mentale gagnante. Donc, on a des gens qui le font et qui ont déjà des résultats seuls. Donc, je pense que le meilleur moyen, c'est vraiment de commencer par un bouquin. Et c'est une question que je t'avais déjà posée dans le premier épisode qui me semble vraiment importante sur la préparation mentale d'un point de vue global et que j'ai vraiment envie de te reposer sur la dépolarisation, c'est de se dire, est-ce que, tu vois, tu me donnes des exemples d'athlètes, de personnes qui vont lire ce livre, est-ce que la dépolarisation, c'est que pour les athlètes de haut niveau ou ça peut concerner tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent? Ouais, justement, comme on le disait au premier épisode, aujourd'hui, 80, voire un peu plus même, % des gens qu'on accompagne ne sont pas des sportifs de haut niveau. Ce sont des sportifs de bon niveau, mais pas de haut niveau. Okay. Donc vraiment, vu qu'aujourd'hui, sur les 6 dernières années, on a accompagné plus de 1500 sportifs. Aujourd'hui, on doit accompagner une petite cinquantaine de sportifs par mois. Du coup, dans le lot, il y a très peu de sportifs de haut niveau. Donc, c'est souvent des gens qui ont un métier à côté. Ils s'entraînent, ils ont un métier à côté. Leur sport est important. Mais par contre, le jour de la compétition, ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent, quoi. Et c'est que mon approche, mais j'aime bien toujours aborder les choses comme ça. C'est que je me dis que c'est tellement un sujet, tu vois, où on en parlait aussi dans le premier épisode. En France, on a du retard, par exemple, sur ces sujets-là, que j'aime bien montrer le résultat que ça peut avoir pour essayer de comprendre un petit peu et ensuite comprendre un petit peu toutes les étapes pour y arriver. Ça représente quel état, en fait, pour un athlète que tu vas accompagner d'être dépolarisé finalement? Déjà, tu n'as pas peur d'échouer? Okay. Genre, tu vois, nous, les gens qu'on a accompagnés qui vont sur les Jeux Olympiques, par exemple, à chaque fois, je prends des exemples de haut niveau parce que je pense que c'est ce qui parle le plus. Tu vois, c'est des athlètes, tu n'as pas peur d'échouer. Donc, tu arrives en compétition, tu sais que tu es prêt et que tu vas tout donner. Okay. Et ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que quand tu n'as pas. En fait, là où va comme dit le docteur Joe Dispenza, là où va votre attention et là où va votre énergie. Okay. Donc, si j'ai un tout petit peu d'attention sur les peurs, c'est un peu d'énergie que je mets dessus. Et du coup, ça fait un peu au niveau du corps. C'est comme si, en fait, notre attention, ça donnait une direction à notre corps. Donc, si j'ai mon attention qui est que sur gagner, 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 mon corps, il sait que c'est juste là-bas qu'il doit aller. Et vu que notre corps ne fait pas la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal, par contre, si on a un peu d'attention sur ne pas perdre, tu vois, c'est comme si on faisait, je sais plus le mot, j'allais dire un peu une tangente, mais tu vois, qui part un peu sur le côté, on a de la déperdition d'énergie du coup. Okay. Il y a un petit peu d'attention qui est sur la peur et du coup, le corps, c'est comme s'il vrillait schématiquement, il vrille un petit peu en disant, il veut aller tout droit, mais il y va tout droit, mais quand même en regardant un petit peu la peur, tu vois.
Donc, quand on est dépolarisé, ça permet d'être centré à 100% là. Il n'y a plus d'interférences du type je suis qui pour gagner, est-ce que j'ai le niveau, non mais c'est arrogant de dire que j'ai envie de gagner, etc. On n'a plus ce discours-là. Donc, on est centré, on le sent dans le corps que je perfais, quoi. Je suis prêt, je perfais. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais tu dis souvent, Pierre, tu vois, cette notion de je vais gagner, là tu prends l'exemple de ne pas perdre, et quand je regarde, on voit encore, tu vois, la dépolarisation qui est très souvent liée à l'identité gagnante. exactement. C'est quoi le lien entre ces deux concepts finalement? Ouais, bah tu fais bien de rebondir dessus, parce que c'est l'identité gagnante. L'identité pour nous, c'est la pierre angulaire de notre travail. On travaille sur l'identité. Et on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, pas des avoirs humains. Et donc, c'est pas quand j'aurai le résultat que je serai bon, c'est parce que je suis bon et je sais que je suis excellent que je vais faire les bonnes actions et que je vais augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. Ça ne veut pas dire que je vais tout le temps gagner, mais en tout cas, je vais augmenter les probabilités de l'obtenir. Donc, en fait, il faut se dire que on parle souvent d'état d'être. Ouais. Donc, l'identité, le verbe être, faire avoir, être humain. Donc, l'état d'être, c'est notre état énergétique, en gros. En gros, c'est nos pensées, nos émotions. Donc, les pensées qui sont des signaux électriques qu'on envoie à tout le système nerveux via la moelle épinière. Et nos émotions qui sont la chimie du corps. L'émotion, c'est vraiment ex movere, c'est un mouvement vers l'extérieur. Donc si j'ai mon état d'être, mes pensées, mes émotions qui correspondent à celles du gagnant, donc c'est comme si dans ma tête, j'avais déjà gagné avant même de commencer, bien forcément, le faire par le corps, on va envoyer la bonne énergie au corps qui correspond au résultat qu'on veut, et donc on va augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. Et toi, ça, c'est quelque chose que tu remarques très souvent chez les athlètes que tu accompagnes? Ouais, les athlètes qu'on accompagne qui ne perfent pas avant de passer chez nous et qui perfent après, on a travaillé sur l'identité. C'est-à-dire qu'on est passé de quelqu'un qui dit mais je suis qui pour gagner à en fait c'est normal que je gagne. Tu vois. Et là, quand je vais dire c'est normal que je gagne, j'entends beaucoup auditeurs qui vont dire mais c'est arrogant, je peux pas dire que je vais gagner. En fait, arrogant, c'est qu'un point de vue, c'est qu'un concept. En vrai, de manière factuelle, ça veut rien dire. C'est simplement en relation à nos croyances. Et si la personne, elle croit profondément qu'elle va gagner, en quoi c'est arrogant de le dire? Ouais. Et donc, on peut pas dire je vais gagner, mais la personne, elle s'est entraînée que 2 fois dans la semaine, tu vois, par exemple. Non, j'ai tout fait pour, il n'y a aucun doute. Et dans le corps, je sais que j'ai l'identité de quelqu'un qui gagne. Donc, en gros, c'est comme si, tu sais, quand on accompagne un athlète par rapport à son objectif, ça on le fait vraiment au niveau international. Si le gars il va aux Jeux Olympiques et je lui dis ok, c'est quoi ton objectif? Aller aux Jeux Olympiques. Ok, non, en vrai c'est quoi ton objectif? J'aimerais ramener une médaille olympique. Et à la fin justement des séances, c'est en mode ouais, j'ai ramené une médaille olympique, tu vois, c'est normal. En fait, pour tout ce qui est validé comme normal par le subconscient, il le manifeste sans effort. Ouais. Donc, et ça c'est important, même avec un copain entrepreneur qui a fait on était coloc à l'époque quand on se formait, donc on s'est formé avec le Dr John Demartini en même temps et tout. On disait au niveau entrepreneurial, c'est incroyable à quel point la norme, c'est la clé. C'est-à-dire que si tu as normalisé que tu allais faire 50 000 euros ou 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, inconsciemment, tu vas tout faire pour le réaliser, mais sans effort. C'est-à-dire que c'est normal. Tu vois. Donc, c'est d'arriver à dire, c'est normal pour moi de faire une compétition. Comme si tu dis, je sais pas, je m'appelle Valentin, c'est normal. Il n'y a pas de surprise. Mais là, pour nos objectifs, c'est pareil. Par rapport à l'objectif qu'on a, à un moment donné, on doit être capable de se dire, en fait, c'est normal que je fasse cette perf-là. Dans le corps, c'est accepté comme une normalité. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, on fait souvent le parallèle avec la victoire. Tu vois, comme tu disais, je pense que c'est l'exemple qui parle le plus de gagner au JO, etc. Et quand je préparais cet épisode, tu vois, on a quand même sondé notre communauté. Et il y en a pas mal, leur objectif, tu vois, je sais pas, moi, 30% des gens qui ont répondu, leur objectif c'était d'être finisher de leur course cette année. T'en as d'autres, c'était battre leur propre performance. Ouais. Finalement, là on parle pas de victoire, on va dire gagner la course, mais finalement leur victoire à eux, je trouve qu'on a tous notre propre performance. Ça a aussi un impact là-dessus. Est-ce qu'il y a des gens, tu vois, ils vont se mettre des pensées limitantes, ils vont être polarisés sur le fait que finalement ils sont pas légitimes de finir cette course comme ils l'avaient prévu? Ouais, c'est ça exactement. Si les gens qui écoutent cet épisode se disent c'est important d'être humble et n'aiment pas les gens arrogants ou les gens qui se la pètent, forcément, je suis sûr à 95% qui se limitent. Okay. C'est quasiment sûr, mais ça je l'ai vu. Aujourd'hui, 1500 athlètes avec l'académie qu'on a accompagné avec l'équipe. On voit tout le temps. Et là, s'ils se le disent, ils nous écoutent. Moi, je me dis, ok, ça peut être intéressant. Et tu vois, on en parlait entre 2 épisodes. Je disais, ce qui est dur pour moi dans cet exercice, c'est
de t'écouter, de mener l'échange et en même temps de ne pas faire les parallèles avec moi-même. Parce qu'autrement, je pars dans tous les sens. Mais s'ils nous écoutent, ils se disent ok, moi je suis concerné. C'est déjà une très bonne première étape. Mais c'est quoi la deuxième étape? Comment on passe à l'action finalement? La deuxième étape, tu vois, si on déroule ce qui retrouvons dans le livre Préparation mentale gagnante, c'est première étape, ok. Déjà, je valide que peut-être que je me limite. 2, nous, du coup, je dis ok, je parie qu'il y a quelqu'un, trouve-moi quelqu'un d'arrogant. Par exemple, le premier, je trouve arrogant. Ok. Et là, du coup, on va aller voir. Et là, le but, c'est déjà de voir que arrogant n'est qu'un point de vue. Et pour ça, c'est que notre vérité à nous, parce que nous, on s'empêche de l'être. Et tout ce qu'on va réprimer parce qu'on se dit c'est mal, quelqu'un d'autre va l'exprimer sans même y penser. Ok. Tout ce que je réprime, quelqu'un l'exprime. C'est-à-dire que, et les gens sont là juste pour nous faire des wake-up, pour nous dire ok, réveille-toi, toi aussi, tu as cette partie-là, et autorise-toi aussi. Okay. Donc, première étape, je trouve quelqu'un d'arrogant, par exemple, ou qui se la pète, ou égoïste, et je regarde, ok, de son point de vue à lui, ou factuellement, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait. Je me rappelle avec une athlète qui préparait les JO pour Tokyo à l'époque, en 2021, elle dit, elle, c'était ça, elle se limitait. Ok, là maintenant, factuellement, quand tu vois la fille, qu'est-ce qui t'énerve? Elle dit qu'elle va gagner. Tu vois? Ok, et là, elle réalise déjà que, en fait, quand on dit arrogant, c'est un concept, c'est pas un fait. Okay. Égoïste, ok, la personne, oui, elle est égoïste. Ok, factuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense qu'elle. Non, mais factuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait passer ses priorités avant celles des autres, ou même si c'est pas celle des autres. Ok, quand est-ce que tu fais ça, tu vois? Et du coup, la fille, après, donc, première étape, j'identifie le concept, donc arrogant. Deuxième étape, je vais voir factuellement qu'est-ce qu'elle fait. Il dit qu'il va gagner, même s'il n'en sait rien, par exemple. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est ce qu'il fait. Ensuite, 2, je vais aller voir sous quelle forme j'exprime le même trait de caractère. On exprime tous les traits de caractère à des niveaux différents. Et par exemple, avec la fille, je me rappelle, qui prépare les jeux, elle fait moi, je le fais jamais. Je dis jamais que je vais gagner et tout. Je fais attends, t'as bien des tours départementaux, régionaux avant d'arriver au niveau France. Oui, mais là, c'est normal. C'est une question de référentiel. Exactement. Et là, je fais ok, donc il n'y a pas dans ton club des filles qui pourraient se dire attends, c'est ouf quand même, elle dit qu'elle va gagner. Et elle fait oh putain. Ah ouais. Ah ouais, ok, moi aussi je l'exprime, tu vois. Okay. Donc là, elle se dit, mais pour les autres de mon club, c'est quand même pas cool que j'exprime ce trait de caractère. Les pauvres, elles doivent se sentir, ça doit les rabaisser et tout. Donc là, on va aller voir les bénéfices pour les autres d'exprimer ce trait de caractère-là. Donc la fille, elle bénéficie, peut-être que dedans, dans le lot, y en a qui abandonnent et qui donnent pas tout, et du coup, au moins, elles vont faire autre chose, et donc elles ont une équipe de vie plus juste. D'autres, ça va peut-être les motiver, les challenger à faire plus, etc. Okay. Donc là, on va accepter cette partie-là en nous. On accepte cette partie-là en nous. Et ok, du coup, le corps, il dit quoi? J'ai le droit d'être comme ça. Si je suis comme ça, je suis pas quelqu'un de mauvais. Tu vois? Et donc, le corps, il déverrouille. Et nous, ce qu'on veut à chaque fois, c'est que le corps déverrouille. Les méthodes de préparation mentale classiques, des fois, ils travaillent au niveau conscient, la visualisation, etc. Mais le corps est tout le temps verrouillé. Et ensuite, la troisième étape qu'on va faire, c'est de revenir sur la personne de départ. Donc là, pour ceux qui écoutent et qui essayent de le faire en live, pour écouter tranquillement l'épisode, c'est de prendre un papier crayon et de se dire, ok, c'est quoi les bénéfices pour moi que l'autre exprime ce trait de caractère-là? Et je sais pas, là, c'était le concurrent, justement, cette personne-là. Donc, c'était le concurrent qui était dans l'équipe de France en même temps. C'est quoi les bénéfices pour toi qu'elle exprime ce trait de caractère? C'est clair que j'ai envie de la battre. Ok, c'est quoi le bénéfice pour toi que tu as envie de la battre? Je me dépasse. Alors, on revient sur une compétition. Je me suis dépassé, j'ai fait de mon mieux. Du coup, j'ai battu mon record et tout. En gros, ce que tu me dis, c'est que grâce au fait que l'autre exprime ce trait de caractère, tu as envie de la battre, tu as fait de ton mieux. Donc... Et tu t'es dépassé et tu as battu ton record. C'est ça que tu me dis? Ouais. Ce serait quoi les inconvénients si c'était comme toi, la fille sympa, la fille humble, etc. J'avoue que j'aurais peut-être pas poussé pour avoir la hang pour la battre. Ok. C'est quoi le rôle d'un concurrent? M'aider à donner le meilleur que je peux. Okay, boum. Et là, la fille, elle a derrière meilleure gratitude. Elle se dit, ok, merci, next. Et là, on sait que le corps, je dis, ok, dis-moi maintenant, machin est arrogant. Non, elle est pas arrogante, elle dit juste ce qu'elle pense, tu vois. Donc le corps ne croit plus à ce qu'il croyait 2 heures avant, tu vois. D'ailleurs, si tu es en train d'écouter cet épisode et que tu te dis que tu vas aller encore plus loin sur la partie préparation mentale, tu peux prendre un rendez-vous directement avec les équipes de Pierre pour faire un premier diagnostic. Ce rendez-vous, bien sûr, il est offert. Je te mets tout le lien directement en description de cet épisode et je te souhaite une bonne écoute. C'est fort ce que tu dis parce que ça me fait penser à un épisode que j'ai tourné et qui sort avant justement l'épisode qu'on enregistre
avec un triathlète qui a performé justement au JO, Léo Bergère. Donc j'invite les auditeurs à aller écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Et tu vois, lui, ça me fait rire ce que tu dis parce que justement, il disait qu'il a travaillé avec un prépa mental, donc il ne nous a pas exprimé la méthode, etc., qu'il a mis en place, mais il disait en fait, il n'a pas ce côté entre guillemets méchant en lui qui faisait qu'il allait gagner un sprint final. Et là, c'est un peu ce que tu exprimes en fait. On a ce miroir avec l'autre et l'autre va générer quelque chose en nous finalement. Ouais, exactement. En fait, l'autre, et du coup, peut-être que Léo, alors, il a peut-être son propre style, mais par contre, s'il sent qu'il a un frein et qu'il ne perfe pas plus haut, bah, peut-être que justement, il n'a pas ce méchant en lui, et du coup, c'est qu'il ne perçoit pas sous quelle forme il l'a déjà. Tu vois. C'est quoi le côté méchant? C'est faire des choses pour impressionner. Tu vois, de manière factuelle, c'est quoi être méchant? Faire des choses pour toucher l'autre, tu vois. Si on déconceptualise, il faudrait avoir l'exemple concret, mais ça peut être, oui, il fait des choses pour déstabiliser l'adversaire, il fait des choses pour montrer que c'est le meilleur. Ok, donc sous quelle forme tu l'as déjà? Et en fait, moi, ce que j'ai vraiment réalisé quand j'étais chez les moines en méditation Vipassana, et après, du coup, ce que j'ai vu d'un point de vue rationnel avec le docteur John DiMartini, c'est qu'on a tous les traits de caractère en nous. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, quand tu disais quand tu étais en école d'ingé, tu as interviewé plein de gens. Et chacun pensait différemment. Bien nous, tu vois, on peut se percevoir altruiste à un moment donné. Et ça se trouve, quelqu'un d'autre va dire ouais, il est égoïste. Un autre va dire il est débile. Un autre va dire ah, c'est stratège. Tu vois, donc chacun a un point de vue en fait. Et du coup, chacun va nous poser une étiquette. Tu vois. Et en fait, c'est soit moi, c'est vraiment ce que j'ai réalisé quand j'étais chez les moines sur la question qui suis-je. J'ai vu que en fait, j'étais là en train de méditer et quelqu'un pouvait me juger d'arrogant, quelqu'un pouvait me juger d'humble, quelqu'un pouvait me juger de réaliste. Quelqu'un pouvait me juger de stratège, quelqu'un pouvait me juger de débile, tout ça en même temps. Et à un moment donné, soit je me dis, ok, les autres, ils ont raison. Et du coup, je laisse les autres me poser une étiquette. Donc, je suis comme ça et donc je vais devenir ou venir de qui je suis. Donc, être, faire, avoir. Et donc, ça va se montrer dans la réalité. Soit je suis capable de m'auto-définir et dire, en fait, je suis ni arrogant ni humble. J'ai juste un objectif, j'y vais et voilà. Et les autres, c'est leur problème de me définir comme ils veulent. Mais moi, je m'auto-définis en fait. Et ce que j'ai pris conscience chez les moines, c'était que vraiment, mon regard... Moi, je m'étais fait la promesse ce jour-là que mon regard sur moi sera toujours plus fort que le regard des autres sur moi. Ouais, mais tu vois, c'est fort ce que tu dis parce que c'est définir son identité. Déjà, c'est le premier travail, c'est ce que toi, tu viens amener à faire. Et tu vois, on va faire un focus dans un autre épisode justement de l'impact du regard des autres, le cercle social, etc. Et moi, c'est, par exemple, je sais que de mon point de vue, c'est un vrai sujet. Tu vois, une fois que tu t'es défini ton identité, comment tu fais pour... en fait, tu te ramènes toujours à ton identité pour bloquer un petit peu les positions des autres. Est-ce qu'il y a des méthodes à mettre en place là-dessus? Alors aujourd'hui, du coup, on va le faire en 2 steps. Il y a vraiment, je veux dire, moi, le step où forcément, ça fait des années que je le travaille. Donc, c'est différent que quand j'ai commencé tout ça il y a 7-8 ans. Moi, aujourd'hui, je m'en tape. Tu vois, genre, quelqu'un vient me dire, t'es un pauvre type, tu vois, je vais dire, ok, si tu veux, merci. Quelqu'un va me dire, t'es génial, je vais dire, ok, si tu veux, merci. Tu vois, je m'en fous, en fait. Dans les 2 cas, ça me touche plus. Quand j'ai commencé maintenant, là, pour les gens qui regardent et qui écoutent et qui sont vraiment au début, c'est ce que j'avais fait quand j'étais en Vipassana chez les moines. Après, j'avais écrit 10 identités sur une feuille que j'avais dans mon portefeuille. Genre, je suis excellent, je suis intelligent, je suis courageux, des choses comme ça. Et je me répétais ça en boucle pour me conditionner, parce qu'au début, alors avec la méthode de dépolarisation en 2017, je l'avais pas encore, mais dépolarisation, c'est un cheat code, tu vois, ça permet de shooter tout ça, mais d'une manière consciente. Déjà, la première étape, c'est au moins se répéter ça tous les jours pour s'auto-conditionner à dire, non, je suis excellent, et se dire, même si j'ai loupé ma compétition, donc j'ai loupé, c'est l'extérieur, par contre, je reste excellent. Je m'identifie plus à mes résultats quand ceux-là me servent pas, quand ces derniers me servent pas. Ok ? Donc, si j'ai fait une super compétition, c'est normal parce que je suis excellent. Si j'ai loupé la compétition, c'est se dire, ok, j'ai peut-être loupé la compétition, mais je reste quelqu'un d'excellent. Que ferait l'excellence maintenant ? L'excellence, elle revisionnerait, peut-être c'est filmé, ou elle revisualiserait, et elle irait checker où est-ce qu'elle a loupé, tu vois, et elle améliorerait. Donc, je me mets dans une dynamique d'amélioration continue. Je me rappelle avec un jeune à l'époque en tennis, il avait 15 ans quand j'accompagnais encore des jeunes, et je me rappelle, il me dit mais je peux pas dire que je suis excellent, je suis pas encore, je vais le devenir. Du coup, je lui dis ok, je sais pas, tu fais 1 mètre combien? À l'époque, il faisait 1m59. Je
t'es pas né en faisant 1m59. Il y aurait eu des problèmes sinon. C'est vrai. Et du coup, là, pendant ta croissance, tous les jours, tu grandis de quelques dixièmes de millimètre, mais tu vois pas que tu grandis. Il y a qu'au bout de 6 mois, 1 an, tu croises une tante à Noël qui te dit « mais tiens, mais t'as grandi depuis la dernière fois, tu vois ?» Mais tu vois pas tous les jours que tu grandis. Ouais. Et ben pour l'excellence, c'est la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être que tu es excellent à 1 mètre, demain à 1m001, après-demain à 1m002, et tu vas gagner des millimètres comme ça, ou des dixièmes de millimètre tous les jours, mais ce qui fait qu'au bout de 6 mois, 1 an, tu vas dire ah ouais, en effet, là je suis un peu plus excellent. Il y a toujours cette notion, je trouve, de patience et de temps. Ouais. Tu vois, comme tu le dis, toi, tu n'aurais pas le même discours il y a 10 ans et maintenant. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent, certains sont alertes sur le sujet et d'autres pas du tout, tu vois. Quand je me mets à rentrer dans ton bouquin, quand je me mets à faire un accompagnement, les premiers résultats, ils mettent combien de temps à arriver? 1 an, 2 ans ça dépend. Justement, avec la dépolarisation, maintenant, en 1 mois, les gens voient déjà qu'ils... 1 mois. Ouais, en général, les gens ont 15 jours, 3 semaines où ils prennent les séances, ils disent je comprends pas, ça n'a rien à voir avec mon sujet, tu vois. Et du coup, il y a 15 jours, 3 semaines de chaos, en mode est-ce que je suis au bon endroit et tout. Et après 3 semaines, 1 mois, ça commence à basculer. Et après, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, 1 mois et demi, on commence à bien voir les résultats. Ouais. Genre 1 mois et demi, il commence à plus avoir de doute. Il y a Laura Tarantola, justement, qui a fait une médaille d'argent au JO de Tokyo, qui témoigne dans le livre où nous, on s'était connus par un programme de l'école de management de Lyon. Et on se connaît, elle faisait de la préparation mentale à côté. Et en fait, elle avait tout le temps des doutes dans les grosses compétitions, les compétitions internationales. Et en fait, elle m'entend parler et elle se dit attends, ce gars-là, on me dirait qu'il fait les choses différentes. Et du coup, à l'époque où je faisais des webconférences, j'en faisais un paquet à l'époque en ligne. Et elle va à la webconférence, elle se dit tiens, bizarre. Donc elle me dit ok, Pierre, on peut s'appeler. On s'appelle. Et moi, je lui dis ouais, franchement, Laura, je connais par cœur ton blocage. Dans 1 mois et demi, c'est plié, quoi. Fais-moi confiance. Et du coup, elle le met dans le bouquin. Elle fait 5 mois des Jeux Olympiques, perdu pour perdu, j'y vais. Et du coup, elle dit première séance, je comprends pas trop. Deuxième séance, je comprends pas trop. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, elle fait là, elle se blesse. Et elle fait même blessée, je commence à pas comprendre que j'étais certaine que j'allais faire une perf. Tu vois, et même ses proches qui la connaissaient se disaient waouh, mais qu'est-ce qui a changé chez elle? Le démon est en elle. Ouais. Et tu vois, au bout d'1 mois, 1 mois et demi, elle le dit, elle fait j'étais complètement certaine que j'allais amener une médaille au jeu. Et comme elle l'a écrit, elle fait je pense pas que j'aurais amené une médaille avec le même si j'avais pas fait cette préparation, ces sessions de dépolarisation avant de commencer, quoi. Ça donne envie, tu vois, mais un des freins, tu vois, j'avais demandé à la communauté quels étaient leurs freins pour commencer la préparation mentale, pour commencer des programmes d'accompagnement. Et tu vois, majorité, ça ressortait, c'était oui, mais moi, j'ai pas le temps, tu te rends compte, le triathlon, je dois m'entraîner déjà 12 heures et en même temps, j'ai mon travail à côté. Là, tu nous dis 3 semaines, 1 mois. Dans ces 3 semaines, 1 mois, par exemple, sur un processus que toi, tu vas mettre en place, c'est 1 séance par jour, c'est quoi le rythme un petit peu? Nous, déjà, alors déjà, je vais répondre d'abord et tu me recadres sur la question si jamais j'oublie la question. Moi, ce que je dis souvent, mais gars, là en ce moment, tu perfes pas. Ouais. Donc pourquoi tu continues de t'entraîner 15 heures par semaine? Tu peux continuer, mais tu vas pas perfé. Je sais plus qui est-ce qui dit si vous faites tout le temps les mêmes choses, vous aurez tout le temps les mêmes résultats. Donc continue comme ça, tu vois. Ou alors, est-ce que tu préfères de louper 3 heures par semaine pendant 1 mois? Tu passes de 15 heures d'entraînement par jour, 15 heures par semaine à 12 heures pendant 1 mois, 1 mois et demi, tu vois. Et derrière, tu repères. En plus, j'ai côté entrepreneur, du coup, je parle en termes d'investissement. Tu vois, genre, investis 3 heures par semaine de ton temps, allez, 2 heures par semaine de ton temps pendant où tu supprimes, du coup, c'est de l'investissement, tu supprimes, du coup, ce que tu perçois qui marche, mais qui finalement, dans les faits, ça marche pas. Encore une fois, juste soyons factuels. Et du coup, tu en profites pour bien te former en préparation mentale. Nous, comment ça fonctionne? Tu as accès à un programme en ligne et tu peux aller quand tu veux sur le programme en ligne. Tu as accès à un coach individuel où la première séance, ça va durer 2h, 2h30. On va bloquer 3 heures dans l'agenda parce que il suffit que ça, pour être large, pour être tranquille, pour pas que l'autre, il dise ok, non, mais j'ai mes enfants à récupérer. Donc on va bloquer 3 heures pour la première séance dans l'agenda. Là, on fait la session. 1 semaine après, on recale 2 heures. Et après, c'est des séances d'1h30. Ensuite, on espace tous les 15 jours. Donc le programme entier, il doit durer 2 mois, 2 mois et demi, quoi. Mais au bout d'1 mois et demi, tu as déjà les résultats qui commencent à être probants. Ouais, donc finalement, c'est un investissement, comme tu le dis. Il y a toujours l'objet des ressources qu'on a à allouer, etc. Mais
toi, tu es en train de nous dire que finalement, presque, l'investissement qui est mis, il est quand même assez faible par rapport au résultat qui va être donné, quoi. Ouais, et c'est surtout que, en fait, pour certains, ce qu'ils vont. Alors, déjà, pour certains, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils pourront s'entraîner moins et avoir de meilleurs résultats. Ah ouais. Ouais, j'ai eu des athlètes, là j'en ai une en tête en karaté, quintuple championne du monde de karaté. Je me rappelle, elle est passée, elle doublait ses entraînements parce qu'il fallait absolument qu'elle fasse tous les entraînements pour être à la hauteur, etc. On s'entraîne ensemble, elle voit très bien qu'en s'entraînant, en doublant juste 3 entraînements la semaine, bah, c'était suffisant. Et du coup, elle avait enlevé 3 heures d'entraînement, enfin 3 séances d'entraînement la semaine, Ok. et elle performait autant. Tu vois, c'est-à-dire qu'à partir d'un moment, quand on a une certaine expérience, ça j'en parlais avec plusieurs champions d'Europe, du monde, qui se sont blessés et qui ont repris. Ça, moi, pour m'être blessé, pour avoir arrêté le sport 1 an alors que j'arrivais à haut niveau et tout, à l'époque, il y a une mémoire cellulaire. Et c'est-à-dire que quand on performe, on est au top tactiquement, techniquement et physiquement depuis des années, eh bien, on n'a plus besoin d'autant s'entraîner parce qu'il y a l'expérience qui est là. Et des fois, en fait, même si on va louper 1, 2, 3 entraînements, c'est pas grave du tout. Ouais. Ah, il y a Et vraiment au contraire, cette on va mémoire, quoi. récupérer. Ouais. Ok. Et moi, le truc, il est simple. Avec un athlète, un pentathlète d'ailleurs. Pentathlète, le mec blessé, c'est grosse blessure, arrêt 1 an, tu vois. Arrêt 1 an. Du coup, il en profite pendant qu'il était rentré de l'hôpital et tout, mais quand il était en rééducation, avant de reprendre, il en profite pour se former. On bosse ensemble. Et le gars, il reprend. Première compète qu'il reprend. Alors, il a repris une compète comme ça. Et derrière, c'est une compète officielle. Boum, il prend son titre de champion de France. Ouais, Donc, donc, on il voit s'était pas que, ouais. entraîné pendant 1 an. Donc, tu vois, il y a vraiment des fausses croyances. Et moi, alors moi, ça, j'avais déjà eu ce déclic à l'époque quand j'étais pas encore au haut niveau, quand j'étais allé m'entraîner en boxe thaï en Thaïlande. Et les entraînements, c'était genre 3 heures le matin, 3 heures le soir. Et moi, je me disais, c'est complètement débile. Vu que j'ai un côté assez feignant et un côté, ok, on va optimiser, tu vois. Et moi, j'étais à cheval sur mes préparations. Et quand je boxais à haut niveau, j'ai des fois des entraînements qui étaient assez courts, mais hyper qualitatifs. Ok. En Thaïlande, par exemple, ils connaissent pas. Et du coup, c'est vraiment une culture de je m'entraîne 2 fois 3 heures par jour. Et pour moi, bah, je suis plus partisan du travail qualitatif que quantitatif. Ah, Et ça, t'étais par contre, c'est ma ouais. croyance, tu vois. Et dans les faits, encore une fois, dans les athlètes qu'on a accompagnés, on a vu beaucoup d'athlètes qui, après de passer avec nous, s'entraînent un petit peu moins et performent plus. Ok. Mais ouais, pour Ouais, moi, une fois que t'es débloqué, en fait. Ouais, ils ont revu leur alignement au final. Et moi, ce qui fait sens dans ce que tu dis, et je me dis, ok, je le vois, ça a un impact pour les athlètes de haut niveau. On en parlait aussi pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont généralement des amateurs. Ça a aussi un impact. Et une question que j'ai envie de me poser, parce que tu parles d'entrepreneurs, tu parles de sportifs, et dans nous, ceux qui nous écoutent, il y a aussi des gens qui ont un travail au quotidien. Et finalement, je me dis, est-ce que ça leur apporte quelque chose d'un point de vue extra-sportif Ouais, c'est clair. de se dépolariser, par exemple? Ouais, bah, clairement. Ouais, là, Ok. si on va voir les avis Google, justement, qu'on a, ou les témoignages, c'est marrant parce que hier, je reprenais les témoignages sur notre chaîne YouTube. On doit avoir plus de 150 témoignages vidéo aujourd'hui. Ok. Ça commence à 200 et quelques avis Google. Et ce qu'on va voir, très souvent, les gens ils disent ok, ça a amélioré mes résultats sportifs, mais dans ma vie, je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus accompli. J'arrive à mieux manager mes domaines de vie, beaucoup plus équilibré. Donc, vu qu'on travaille sur l'identité, en fait, et c'est vraiment notre particularité, c'est que les gens viennent pour avoir de meilleurs résultats sportifs, ils les ont, mais l'effet big domino, les effets collatéraux, c'est que en fait, dans la vie en globalité, après, on est plus serein, quoi. Et cet aspect identité sur lequel tu échanges souvent, est-ce qu'il y a une identité, on va dire, parfaite, ou il y a une identité qui est alignée à chaque personne que vous allez accompagner? Toi, tu as ton identité, moi j'ai mon identité, comment ça se passe? Ouais, bah, c'est dans ta deuxième réponse. Pour moi, on est tous uniques. Ok. On a tous notre système de priorité qui est intrinsèque, qui est unique. Et à partir de là, en effet, c'est important de s'adapter aux gens. Dans les structures de haut niveau, d'ailleurs, les entraîneurs le font. Alors, encore une fois, pas tous, mais moi, ce que j'ai pu voir, j'ai pu voir des athlètes très bien performer dans leur club. Les mecs, ils vont en équipe de France. Du coup, la Fédé leur met un peu la pression en mode OK, maintenant, tu vas dans la structure. Soit à l'INSEP, soit dans un pôle France. Et le gars, il rentre au pôle France. L'entraîneur, il a ses habitudes de travail et tout. Je me rappelle d'une athlète qui était hyper sur du qualitatif et elle détestait le quantitatif. Et elle retourne 1 an à Pôle France, elle burn out et elle contre-perf. Donc, c'est pas arrivé non plus en mode freestyle, mais d'arriver à être
de se connaître, de se dire, OK, c'est quoi pour des gens, ça va être du quantitatif parce qu'ils aiment faire du quanti et c'est sur la quantité de travail, ils kiffent. Bah, OK, on y va. Il y a d'autres gens qui vont être très bons en travaillant sur de la technique, sur du qualitatif. Donc, c'est arriver à se connaître, arriver aussi à prendre son leadership face à des entraîneurs qui ont une habitude de faire. Il y a des entraîneurs qui savent très bien s'adapter à chaque athlète, même si plus on a d'athlètes, plus c'est dur. Il y a des athlètes qui n'arrivent pas à le faire. Ça marche pour certains, ça ne marche pas pour d'autres. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à suivre les conseils de votre entraîneur que vous êtes nul. Ça se peut que aussi vous laissez induire par l'injection de valeur, la projection de valeur de l'entraîneur. Et auquel cas, c'est être capable d'aller voir si un autre entraîneur peut mieux convenir, quoi, tout simplement. Ouais, c'est vrai que c'est pas des sujets qui sont simples et sur tous les interviews d'athlètes qu'on fait, c'est souvent une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu penses que tout le monde peut trouver un entraîneur qui lui correspond? Et en général, on se rend compte que même des athlètes qui sont à très haut niveau sont passés par plein d'entraîneurs différents et se sont rendus compte que ça avait un impact. On aura l'occasion dans 3 autres épisodes de parler de l'impact social, des meilleures routines mises en place par les sportifs, des 3 blocages très présents chez les sportifs. Mais si tu devais conclure cet épisode sur les 3, on va dire, 3 avantages de la dépolarisation, qu'est-ce que ça va mettre en place, tu vois, pourquoi on devrait y passer, ça serait quoi, toi? Déjà, je pense que le premier avantage, c'est que, et pourquoi on devrait y passer, c'est que ça va vraiment vous libérer. Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le sport, on va plus poser de questions inutiles qu'on peut se poser. Je suis qui pour gagner? Les autres, ils vont dire quoi? Blablabla. Donc ça, ce serait vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage, ce serait plus de conscience de ce qui se joue inconsciemment, des croyances qu'on peut avoir inconscientes sur soi et sur les autres, parce qu'on peut très vite aussi voir dans les situations dans lesquelles on est et dans les situations qu'on répète, c'est-à-dire que si on attire le même type de personnes, situations, circonstances en boucle, c'est très probablement qu'il y a un truc inconscient qui est en train de se jouer. Ok. Et on fait sauter ça du jour au lendemain. Bizarrement, je tire plus d'égoïste, tu vois. Bizarrement, il n'y a plus de gens qui se la pètent, tu vois. Alors que, tu vois, ça, ce serait le deuxième avantage. Le troisième avantage, ce serait quand même une prise de leadership et de mieux se connaître justement sur son unicité. Okay. Clairement, on sait qui on est, beaucoup plus. On sait quand l'entraîneur nous donne un conseil, si c'est un conseil qui va nous être utile ou un conseil que là, on ne va pas prendre parce qu'on voit que ça ne nous convient pas. Voilà, ce sera les 3 premiers avantages. Alors, en plus des avantages du type, on va enlever la peur d'échouer. On va te libérer en compétition et libérer du regard des autres. Bon, on voit qu'il y a de nombreux avantages et tu as réussi à les réunir en 3 points. Et pour expliquer un petit peu à nos auditeurs pourquoi on a voulu, nous, avec le podcast, mettre en place ces échanges avec toi et pourquoi on n'a pas fait qu'un podcast, c'est que je pense qu'il y a vraiment toute une diversité de domaines à aller chercher. Et toi, tu le passes par le livre, tu le passes par le podcast, la formation. Donc, on mettra tout ça en description, justement, pour nos auditeurs et auditrices. Pierre, un grand merci pour cet épisode et je te dis à très vite. Merci à toi. Salut. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette discussion t'a inspiré, motivé ou même donné envie de te surpasser toi aussi, fais-le moi savoir directement dans les commentaires. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche pour ne rater aucun épisode. C'est vraiment grâce à ça que le podcast évolue et qu'on recevra des invités plus extraordinaires les uns que les autres. Si tu veux en savoir plus et aller plus loin avec nous, je te donne rendez-vous sur notre page Instagram Loop sur Endurance pour du contenu exclusif, des anecdotes de tournage et encore plus de motivation au quotidien. Et surtout, n'oublie pas, ton travail, ta discipline et ta vision définissent ta performance de demain. Ciao, ciao!